Aujourd'hui, j'ai fini une anthologie de textes un peu féministes et beaucoup anti-féministes. C'est chez Publinet, c'est ce petit livre-là. Alors je vais vous en parler, mais pour cela, je vais aussi parler un peu de Gloria Steinem. On y va? Alors, l'ouvrage que j'ai fini aujourd'hui, ce matin, dans le RER, j'avais plus rien pour le retour. C'est Au temps où les femmes régneront, fantasme et anticipation sur l'avenir des femmes. Tac. Et il s'agit d'une anthologie donc réunie et présentée par Philippe Etuin de exactement ce que ça veut dire, de textes d'anticipation sur ce que va devenir la place des femmes. Alors ça, si vous le voulez, c'est archéosf sur publi.net. Normalement vous connaissez déjà, mais je vais mettre le lien évidemment. Et super joli bouquin quoi, super joli bouquin. Il est doux, il est léger, il est facile. Quand je lisais dans le métro, les gens regardaient ce que je lisais, puis après ils me regardaient. Effet garanti. Pas mal de petits textes, pas mal de théâtre, et ça je m'y attendais pas du tout. Grosso modo, alors j'ai apprécié la présentation de Philippe Etuin qui est assez courte, qui fait 2 pages et demie, une page et demie, 2 feuilles et demie, 2 pages et demie, pardon. Et qui est simple, sobre, efficace, tout en rappelant très rapidement, mais efficacement, l'existence du patriarcat et le fait que ces textes sont aussi une émanation de celui-ci. Alors le patriarcat, c'est le système qui fait que les femmes, mais aussi les enfants, sont en situation de tutelle légale, à certaines époques, et toujours pour les enfants, ou symbolique, sociale, voilà, de tutelle et plus largement de domination. Alors sans faire de la sociologie, parce que c'est pas mon domaine, moi j'aime bien l'anticipation et c'est toujours hyper amusant de voir des anticipations passer. Et toujours instructif, évidemment. Par exemple, une affaire de viol en l'an 2000, écrite en 1899. Les femmes en 1973, écrit en 1873. Bon, évidemment, quand ça fait... quand un texte anticipe d'un siècle et qu'on a dépassé ce siècle, c'est tellement choupi. J'arrive pas à le dire autrement. Alors la plupart de ces textes sont, je vous l'ai dit, globalement antiféministes. Et c'est pas illogique parce qu'au 19e siècle, je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais vous avez quand même des mouvements de femmes qui apparaissent. Vous avez de plus en plus de revendications audibles, le vote, mais pas seulement. Alors les journaux de femmes, vous en avez déjà un petit peu, et des clubs de femmes pendant la Révolution française. Vous en avez ensuite en 1830 autour de Saint-Simon. En 48, vous avez encore des journaux de femmes. En 70 également. Et vous avez des barricades de femmes pendant la Commune en 71. Il y a aussi... il ne faut pas l'oublier, la Fronde, à partir de 95, sous l'égide de Marguerite Durand. Si tout ça vous intéresse, vous me laissez un message. Le féminisme au 19e siècle, c'est vraiment un de mes dadas. Un petit hobby, comme ça, pour passer le temps. Les textes montrent alors ce qui est toujours une peur d'une domination inversée. Enfin, les textes qui vont être antiféministes dans cette anthologie. Ainsi, cette affaire de viol en l'an 2000, ça c'est d'Alphonse Crozière, montre le viol d'un jeune homme par une femme libidineuse, concupiscente, écœurante, et pas du tout, en fait, ce qui s'est évidemment passé... le genre d'affaires de viol qu'il y a pu avoir réellement en l'an 2000 et dans les années qui ont suivi, qui sont en plus des années très marquées par ce genre d'affaires, où on parle de plus en plus de l'affaire Polanski, on a parlé après, c'est pas une affaire de viol, mais de meurtre, de féminicide, c'est-à-dire la mort de Marie Trintignant, on a eu l'affaire Desca ensuite, enfin, l'inversion n'y est pas du tout. Mais la peur de l'inversion montre dans le même temps
la domination déjà présente. Et ça, c'est quand même toujours instructif. Instructif et extrêmement intéressant. Et parce qu'on sait parfaitement que les anticipations en disent beaucoup plus sur le présent que sur le futur. Surtout quand on imagine des futurs comme ça un peu lointains à plus un siècle. Quand on imagine à 5 ans, bon, dans le futur proche, on reste dans ce genre de capacité projective. À un siècle, on ne peut plus. Vous allez avoir voilà, des idées de grève des femmes. J'ai adoré. Alors c'était très kitsch et adorable, je sais pas, hein, mais le petit texte de Georges Courteline, donc, qui est du théâtre, Un bataillon scolaire en l'an 1900, qui date de 1885, où on voit un gradé de l'armée essayer de faire manœuvrer une troupe de femmes et qui n'y arrivent pas parce que celles-ci vont le séduire, sont charmantes, sont mignonnes, le beau sexe. Hein. Donc on reste comme ça dans des clichés très négatifs. Et je les confonds un peu parce que je les ai tous lus d'affilée, absolument pas en scientifique, hein, vraiment en pur loisir, et ça fonctionnait bien. Alors, où est-ce que j'étais? Donc le féminisme en 1960. Ah ben voilà, qui revient, qui imagine une histoire du féminisme. Il est génial. Où les femmes ont gagné, ça c'est toujours une idée antiféministe, les femmes ont déjà gagné, et d'ailleurs elles dominent déjà le monde. Mais en fait elles ont perdu, car alors il faut être supérieur aux hommes en les séduisant et non pas en récupérant leur profession. Et non pas en étant leurs égales, et donc en 1912 est imaginé un féminisme qui a gagné, mais qui n'a donc pas gagné puisque la vraie supériorité est passée. Et donc ce serait se rabaisser que d'être à ce moment-là égal. Vous avez également la crainte, et ça c'est vraiment un truc qu'on voit régulièrement, dans un conte futur, celui-là, je crois que c'est celui-là, Au temps où les femmes régneront, donc il donne son titre au recueil, de 18, la crainte de femmes ayant enfermé les hommes dans des haras pour la seule reproduction, avec l'apparition d'un seul sexe. Et donc l'indifférenciation sexuelle, mais quand même la préservation de l'espèce grâce à ces systèmes de haras. Donc là, bon, on peut voir plein de choses, on peut voir que l'anti-féminisme a à la fois beaucoup changé et très peu, les clichés sont souvent les mêmes, ça on s'en rend bien compte quand on voit passer les anciennes affiches anti-suffrage, hein, avec toujours les mêmes reproches, les vieilles filles qui veulent dominer les hommes, les enfants qui ne seront pas gardés, toujours ce stéréotype de la femme mal baisée, et donc pas tenue en place au niveau de son énergie sexuelle. Enfin, des choses assez intéressantes. J'ai relu hier, et c'était et un hasard et une volonté, et une représentation, l'essai sur les femmes de Schopenhauer que l'on trouve sur Wikisource. Et bon, sa misogynie est notoire, hein. Elle va pas du tout passer par... alors, elle passe par l'idée de la guerre des sexes, qui se met en place par une plus grande égalité et la figure de la dame, mais qui se trouve chez Schopenhauer complètement arrêtée par l'idée d'une infériorité de toute façon biologique, puisque, bon, en résumant, ce n'est pas dans le texte, hein, mais en résumant, grosso modo, les femmes ne sont que des singes améliorés. Voilà, donc, et c'est vraiment un mot qui revient beaucoup, singe, singerie, etc., enfin, qui est tout à fait filé pour refuser l'état de mariage. Et il y a quelque chose qui a vraiment changé dans ces clichés féministes, c'est évidemment le régime nazi. Alors, je m'explique. L'autoritarisme meurtrier et génocidaire des nazis a réalimenté ces clichés sur la domination des femmes,
et inventé l'appellation de féminazie. Ce qui est hautement paradoxal, et là je vais vous parler d'un deuxième livre pour vous expliquer un peu ça. C'est la traduction enfin en français de l'anthologie de Gloria Steinem, avec une préface d'Emma Watson, je comprends pas tellement pourquoi. Action scandaleuse et rébellion quotidienne, on est aux éditions du Portrait. Gloria Steinem, c'est une des grandes féministes américaines actuelles, et grande fierté. J'ai pas lu le livre, mais j'avais pu la rencontrer à New York. Et j'ai mis une dédicace, donc je suis parfaitement heureuse. Donc Steinem, c'est pas la Beauvoir française, parce qu'elle n'est pas, elle est toujours vivante, hein. Philosophe, elle est plus journaliste, elle a fondé son journal, lancé énormément d'actions, mais c'est vraiment une figure tutélaire aux États-Unis au niveau du féminisme et quand même, je pense, très respectée. Et c'est vraiment intéressant, donc là c'est des recueils parmi ses articles les plus connus. Le premier c'est celui sur Playboy, quand elle a infiltré Playboy en tant que bunny girl, donc il travaillait dans un vestiaire, donc c'est vraiment du journalisme d'investigation qui l'a à la fois servi et desservi. Alors je trouve plus là. Alors lui je l'ai lu à la rentrée, à la sortie vraiment. Là aussi c'est comme pour Le temps où les femmes régneront, ça a été lu. Ah bah je me trompe, ça c'est en anglais. C'est pour ça que je comprenais plus rien. Il faut vraiment que je le lise et que je me remette à l'anglais. Et à l'allemand aussi. Les actions scandaleuses et rébellions quotidiennes. Alors le sommaire doit être à la fin, hein, comme souvent. Plein d'articles, une plume hyper allègre. Donc j'ai été une Playboy Bunny, donc avec l'introduction américaine, une introduction française spécifique. Un très beau texte, la chanson de route sur sa mère. La chanson de route qu'elle n'a pas pu chanter. Vraiment un très beau texte. Pas mal de choses sur la pornographie, donc elle fait partie des militantes anti-pornographie, en s'appuyant notamment sur son expérience de bunny girl et les témoignages que lui a amené cette expérience. Et là, je vais vraiment parler d'un article qui est un peu long, donc je vais le résumer, qui est intitulé « Si Hitler était vivant, de quel côté serait-il » Et là, en fait, moi, je ne savais pas que l'appellation de féminazie était aussi ancienne. Je n'ai pas été foncièrement étonnée, en réalité. Mais en fait, elle en fait tout un historique et elle y répond point par point. Et ça correspond quand même assez parfaitement aux clichés antiféministes relevés. Alors, elle commence par donner des citations de gens pro-life, donc anti-avortement, qui assimilent l'avortement à un génocide en expliquant qu'Hitler serait pour l'avortement. L'étrangeté de ce raisonnement, hop, c'est là, tac. Et donc qu'elle démonte point par point, et elle fait ensuite une histoire, un petit historique, alors de choses que j'ignorais complètement, alors que j'ai quand même fait un peu d'allemand, et d'histoire allemande, et ça vraiment je l'ignorais. Elle explique comment les féministes ont été les premières victimes, alors pas déportées, mais les premières cibles politiques plutôt du régime nazi. Parce que l'avortement était légal en Allemagne et pas mal pratiqué, comment on a fermé les centres d'IVG, comment on a interdit les associations féministes et comment les seules associations de femmes permises, ou en tout cas encouragées, ça fait quelque temps que j'ai lu l'article maintenant, ont été des associations, les nazis, pendant le travail domestique, le retour au foyer, etc. Et en fait, les nazis n'aimaient pas les féministes. Mais surprenant. Et en fait, ce qu'il y a, c'est de si... Enfin, qui m'a vraiment étonnée, c'est la... Alors, ce qu'on a dans tous ces cas, à chaque fois, des cas qui se ressemblent quand même pas mal, c'est toujours une espèce d'anticipation sur un futur présenté comme terrifiant, totalitaire, montrant ou renouant avec ce que Françoise Héritier note dans Masculin-Féminin, ça doit être dans le tome 2, mais je ne suis plus sûre, que le mythe de la domination et de la servitude, que la domination et la servitude des femmes repose très souvent sur le mythe d'une domination inverse passée qui aurait mal tourné et qui explique donc que les hommes ont pris le pouvoir pour châtier et maîtriser les femmes qui ne se maîtriseraient pas sans cela. Et là, en fait, on a vraiment un glissement total
quand on passe de l'ethnographie à la politique 19e, 20e, et donc ces anticipations franches, dans le cas de Publinet, anticipation politique, polémique, dans ce que décrit Steinham, c'est l'inverse du mythe, quoi. On renverse le mythe, et ce n'est plus ce qui était un point d'origine, ou plutôt, ce qui était un point d'origine deviendra un point d'arrivée. Le raisonnement est absolument le même. Et j'en reste absolument sidérée. Alors je vous ai dit, je reviens quand même un peu sur celui-là, vous me direz si vous avez envie que je vous parle de Gloria Steinem, c'est toujours une grande joie. Pour mon entourage proche, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi. Le texte, enfin l'anthologie, est quand même globalement, enfin va globalement dans, non pas dans un ordre chronologique, hein, mais de l'antiféminisme au féminisme, à peu près. Je ne sais pas exactement le relever, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, assez fin aussi, parce que, bon, hein, on s'amuse, mais quand même à la fin, on respire aussi. Et le dernier texte de Branlavan, que je ne connais pas du tout, Les femmes en 1973, écrit en 1873, et lui vraiment un texte particulièrement optimiste, alors où un frère retrouve sa sœur après, je crois, 40 ans de séparation, il revient en France et découvre ce qu'a donné la réforme, et non pas une révolution, parce qu'il expliquait qu'il ne faut pas de révolution, mais une réforme, et du pas à pas, et mettre en place une espèce de franche-maçonnerie. Et j'ai trouvé très amusant de voir la féminisation de l'adjectif franc, et très parlant, et très fin aussi, littérairement, en lobby, enfin pas un lobby, c'est pas une pression sur les politiques, mais comme mode d'action pour faire tomber progressivement les différents instruments, d'abord législatifs, de domination masculine, et comment tout cela mène, et là on n'est absolument pas dans les terres de l'antiféminisme, à plus d'amour et plus de morale, et non pas l'inverse. Et en fait, là, on est dans des arguments que l'on trouve au XIXe siècle chez les féministes, que comment les femmes ne travaillant pas ou en étant si mal payées, si mal éduquées, pourraient aimer en n'étant pas les égales. Elles sont forcément dominées, et c'est ce qui va amener leur ruse, leur fourbe supposée, la prostitution, et les mauvais coups faits aux maris, alors que de l'éducation égale, des droits égaux, naîtront l'égalité, le respect mutuel. C'est quelque chose de vraiment étonnant, je trouve, que de voir ces retours, de les voir aussi écrits par des adversaires ou des amuseurs. Enfin, je sais pas si Courteline, je connais mal aussi, hein, mais se positionner absolument comme un adversaire du féminisme, ça ne me paraît pas impossible. Mais là, clairement, le but est de rigoler, hein, dans son texte. Voilà, comment, en fait, vont circuler les idées et comment celles-ci vont se répondre, et cela à travers plusieurs siècles. Alors, bon, je vous lis pas beaucoup d'extraits, parce que c'est vraiment des textes qu'il faut découvrir ici, pas tellement pour leur style, même s'il y a beaucoup de trouvailles, voilà. Mais des formes très différentes dans le recueil de Philippe Étoin, des formes littéraires très différentes, donc qu'il a su glaner, des formes donc voilà, du théâtre, une chanson, enfin, vraiment des choses très très variées, des dialogues, bon, des formes globalement très 19e siècle, mais avec cette idée donc assez régulièrement du retour vers le passé pour montrer les acquis, que l'on retrouve donc dans les mythes ethnographiques tels que, ou anthropologiques plutôt, tels que les mentionne Françoise Héritier dans Masculin Féminin, et le retour de cet antiféminisme comme une anticipation, quoi, sur l'avenir. Et un avenir dont on n'est pas un avenir craint, ou une crainte de l'avenir dont on n'est pas encore sorti. Voilà, et c'est vraiment de jolis textes.
C'est vraiment de jolis textes, très... bon, parfois très peu sérieux, hein, qui ne sont pas écrits pour cela. Parfois, comme ce texte final que je vous ai évoqué, beaucoup plus sérieux, et vraiment on a un mode d'emploi. Et il y a des choses qui ont été faites, en réalité. Alors il y a un beau prolongement. J'espère que cela vous aura intéressé. Dites-moi si ça vous intéresse, ce genre de choses, un peu moins littéraires de temps en temps. Il y a vraiment de belles découvertes à faire. Je vous dis à bientôt.